Ok, alors on va poursuivre avec Yara El Hadban. Elle est anthropologue et écrivaine. Ses recherches portent sur les enjeux de l'identité et des dynamiques de pouvoir, tels qu'ils se manifestent dans les arts, particulièrement la musique et la littérature. Elle s'intéresse aussi aux pratiques interculturelles dans les sociétés pluralistes et celles qui sont marquées par la violence. À travers ses publications et ses conférences, elle a contribué au débat actuel sur les défis et possibilités de vivre ensemble, notamment au Québec, en Palestine et en Afrique du Sud. Elle est aussi auteure d'un roman, L'ombre de l'Olivier, et co-directrice du collectif Le Québec, la Charte, l'autre et après, publié chez Mémoires d'Encrier. Son deuxième roman, Les parfums de Nour, paraîtra à l'automne. Alors, merci beaucoup. Alors, on m'a invité à parler de la représentation des femmes dans les cultures. Si vous êtes anthropologue, c'est le genre de question qui vous fait un peu peur, parce que femme, c'est déjà complexe. Dans toutes les cultures du monde, c'est quasiment impossible. Alors, ce que j'ai essayé de faire, bon, je vais parler un peu de ce que je connais le plus, c'est la littérature, l'art, la musique. Et je vais partir à partir de, disons, trois images de femmes, trois figures de femmes que l'on connaît beaucoup, et je vais développer à partir de cela. Alors, la première image que tout le monde connaît, bon, c'est la Vierge Marie. L'autre image, et ça, voilà, donc une référence disons, religieuse ou divine. Et la deuxième image, c'est une figure qui vient de la musique, et c'est Carmen. Je ne sais pas si vous connaissez l'opéra Carmen. Je vais expliquer un peu, si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. Et la troisième figure, ça vient de la littérature, et plus précisément de la mythologie grecque, et c'est la figure de Médée. Alors, évidemment, et à travers ces trois images-là, ou plutôt ces trois figures-là, on peut vraiment extrapoler beaucoup sur la représentation de la femme, du moins dans la culture occidentale. Donc, puisqu'on est au Québec, on va réfléchir à cela, mais on peut aussi développer après. Et je dirais que dans ces trois figures-là, il y a une thématique récurrente qui vient. Une, c'est par rapport à la sexualité, et l'autre, c'est par rapport à la violence. Alors, la Vierge Marie, donc, qui, elle, donne naissance à l'enfant Jésus, mais d'une manière absolument miraculeuse. Et en fait, il n'y a même pas d'acte sexuel. Elle se réveille, puis elle est enceinte. Et il faudrait penser un petit peu à ce que ça dit sur la sexualité de la femme, ou l'idéal de ce qu'on veut représenter de la femme. Et donc, la femme qui est représentée comme étant le berceau de l'humanité, comme étant le corps qui reproduit l'espèce, mais en même temps, on ne veut pas que ça soit un être sexuel. Donc, avec la Vierge Marie, nous avons l'enfant, mais on n'a même pas à parler de sexe, on n'a même pas à parler de plaisir. La femme est complètement, en fait, la sexualité de la Vierge Marie est complètement évacuée. Et la notion de plaisir est complètement évacuée. Alors, la deuxième image, ou deuxième figure, c'est Carmen. Alors, si vous connaissez un peu l'histoire, donc Carmen, c'était une gitane, et donc, qui était une gitane d'une grande beauté, qui est représentée dans l'opéra de Bizet comme étant cette séductrice, un peu aussi une femme de la rue, qui a tendance à se bagarrer avec d'autres femmes, et qui, par sa beauté, obsède les hommes. Et pas n'importe quel homme, mais les hommes de pouvoir, et en particulier les hommes blancs. Donc elle est représentée comme étant une gitane, une sorte de autre, qui ne fait pas partie de la culture dominante, et donc qui, par sa beauté, par sa sexualité, non seulement séduit l'homme, mais elle le séduit tellement qu'elle le rend quasiment malade, elle le rend immoral.
C'était donc un homme droit, un général, et qui devient un homme fou, qui devient un homme violent à cause de son amour pour Carmen. Et l'opéra se termine d'une façon assez tragique. En fait, il finit par tuer Carmen. Ce qui est intéressant sur le plan de la musique, et c'est la musicologue qui va vous parler, c'est que bien que on peut dire que c'est vraiment une tragédie où les deux amoureux n'en sortent pas indemnes, l'opéra se termine sur une note extrêmement triomphale. Tu as l'orchestre qui se termine avec, les musiciens on appelle ça une cadence parfaite, qui symbolise dans la musique classique le triomphe, la victoire, le retour à la loi. Alors on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, cette musique-là? C'est qu'en tuant Carmen, on a remis les choses en ordre. Et qu'en fait, tuer Carmen, c'est une bonne chose. Alors déjà, vous voyez qu'est-ce que ça pourrait représenter. Troisième image, c'est l'image de Médée. Alors si vous connaissez un peu l'histoire de Médée, donc Médée, c'était cette femme qui était amoureuse de Jason. Et elle était tellement amoureuse de lui qu'elle était prête à trahir sa famille, était prête à trahir son père, et qu'en fait, elle va conspirer avec Jason pour l'aider contre ses ennemis. En fait, c'était une stratège militaire absolument extraordinaire qui va être derrière les victoires de Jason. Et Jason, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la trahir vers la fin, il va tomber amoureux d'une autre femme. Elle, à ce moment-là, elle avait déjà tout abandonné pour lui, elle avait des enfants de lui, et pour se venger de Jason, elle va tuer ses enfants. Elle veut tellement se séparer de Jason qu'en fait, elle va tuer ses propres enfants. Et on voit à travers cette figure absolument, on peut dire, déstabilisante, un peu, vraiment, on est arrivé à l'autre extrême de la Vierge Marie, où elle ne fait pas l'enfant, mais elle le tue carrément. Et on peut voir ça comme une position radicale, une position de libération, mais aussi une libération qui vient avec une grande violence. Alors on se dit, mais qu'est-ce que ça nous dit sur la femme, ça? Est-ce que pour que la femme soit libérée, comment est-ce qu'on perçoit cette libération-là? Comment est-ce qu'on perçoit la sexualité des femmes? Et on voit que souvent cette sexualité est associée à une sorte de violence, ou bien une auto-violence, ou bien une violence qui est faite sur la femme. Comme si la sexualité de la femme, sa libération, était quelque chose d'extrêmement dangereux, qu'il fallait ou bien le contrôler, ou bien le pacifier, ou bien à la fin, complètement l'éliminer. Donc, je me dis, ces images-là sont quand même assez fortes. Et on peut en trouver, on peut trouver dans toutes les cultures différentes représentations qui associent sexualité et violence et l'identité féminine. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, quand même, avec la pensée féministe? La première chose qui se passe avec le mouvement féministe au début du XXe siècle, c'est qu'on va libérer la femme d'abord du lien biologique, en disant la femme, son identité n'est pas liée à sa reproduction de l'espèce. Et donc, on n'est pas déterminé par notre sexe. Donc ça, c'était vraiment la première victoire, disons, de la pensée féministe, quand, par exemple, Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient ». C'est-à-dire que c'est une construction, ce n'est pas quelque chose qui est biologique. Tu me fais signe quand il me reste 4 ? Parfait. L'autre victoire, c'est le contrôle de notre fécondité. Je dis notre, les femmes. Vous me permettez quand même cette référence collective. Et donc, le contrôle de la fécondité, quand on veut avoir un enfant, donc un enfant quand on veut, si on veut, c'est la fameuse formule, ou bien un enfant quand on ne veut pas, c'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, pose controverse et pose problème. Je suis toujours curieuse quand je regarde, par exemple, les téléséries, et quand il y a des histoires, justement, où il y a une grossesse non voulue ou inattendue, et toujours peu importe la télésérie, j'en ai regardé tellement, si quand la femme tombe enceinte, il y a toujours ce moment d'hésitation, est-ce que je l'avorte ou pas?
Et je vous lance ce défi-là. Trouvez-moi une seule série où la femme finit par avorter son bébé. Presque jamais. Peu importe. J'ai regardé des séries françaises, j'ai regardé des séries québécoises, j'ai regardé des séries américaines, oublie ça là. Si une maman parle d'avortement, c'est déjà quelque chose. Alors, cette idée qu'on sent que ce refus-là de ce contrôle est très, très, très enraciné. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'art? Quand la femme est représentée dans l'art, là, toutes ces questions-là ressortent. On peut voir dans les figures de Médée et de Carmen une reproduction justement de ces images stéréotypées, caricaturales, ou de ce désir de contrôler l'identité de la femme. Mais aussi, c'est un lieu de révélation, c'est un lieu qui nous permet justement d'en parler. Donc, je me sers moi-même de ces images-là pour en faire une critique. Et c'est ça qui est extraordinaire avec l'art. L'art est à la fois, nous les anthropologues de la culture, on a tendance à voir l'art de trois façons. Ça fait partie de la société, il n'y a aucune société humaine où il n'y a pas une manifestation artistique, ça n'existe pas. Vraiment, ça fait partie de notre humanité. Deuxième chose, l'art reflète en quelque sorte, ou c'est un microcosme de la société. Alors, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans une société, l'art, c'est généralement un bon lieu pour commencer. Mais plus que ça, et c'est là la beauté vraiment de l'art, l'art permet un commentaire. L'art fait un commentaire sur la société. Et donc l'art n'est pas tout simplement une réflexion, mais c'est aussi un lieu qui nous permet de réfléchir sur nous-mêmes. Et c'est là où le rôle de l'artiste devient très important. Maintenant, si vous êtes artiste, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes libre de ces contraintes-là et de ces caricatures. Souvent, ce qui se passe aussi, et ce qu'on découvre quand on analyse des œuvres d'art, que souvent l'œuvre finit par dépasser l'intention de l'artiste. L'artiste pourrait créer une œuvre pour un objectif ou en pensant dire une chose, mais dès que c'est mis dans un contexte public, l'œuvre ne lui appartient plus. Et les interprétations qu'on peut en faire souvent dépassent ce que lui-même ou elle-même aurait pu imaginer. Et donc c'est comme ça que ça se passe, que parfois, même si l'artiste voulait faire une critique d'une chose, on découvre que peut-être en même temps il est en train de reproduire des choses que lui n'avait pas l'intention de reproduire. Mais le contraire aussi est possible, dans le sens où il peut créer une œuvre d'art dont la portée dépasse complètement ce que lui, il avait imaginé. Alors, est-ce qu'on a... C'est fini? Alors, moi, je voudrais vous laisser sur cette idée-là en pensant à la représentation du corps de la femme dans les œuvres d'art. Je voudrais bien que vous ayez ce questionnement-là sur le rôle de l'art et sur les possibilités de critique de toutes ces représentations que je vous ai présentées. Et voilà, on en discutera donc